Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans Votre cerveau est extraordinaire de Fabien Olicard. C'est une vraie mine d'or de 50 astuces de mentaliste. Tout à fait. Et notre mission, c'est d'en extraire les pépites, quoi. Les techniques vraiment utiles, surprenantes, qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Et on le précise tout de suite, c'est un point crucial pour l'auteur. Oui, On parle pas de magie, hein, c'est 100% rationnel. exactement. Fabien Olicard, il se définit comme mentaliste, mais il insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de définition officielle. Pour lui, c'est simplement l'art d'utiliser au maximum les capacités de notre esprit. D'accord. Et pour ça, il va piocher un peu partout la psychologie, la logique, les techniques de mémorisation, et même un petit peu de prestigitation. Le but, c'est d'être plus efficace et de s'amuser un peu avec son propre cerveau, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, pour y voir un peu plus clair, je propose qu'on organise ça en 3 temps. D'abord, on va voir comment mieux comprendre les autres, interagir avec eux. Mhm. Ensuite, comment booster notre propre machine, côté mémoire, calcul mental. Et on finira avec une petite expérience assez bluffante pour s'entraîner. Super programme. On commence par l'art de l'influence alors? Allez, on commence par ça. Le livre propose une expérience fascinante pour orienter le choix de quelqu'un. Ah oui, celle avec les pièces. C'est ça. Imaginez, vous avez 3 pièces. 1 centime, 1 euro et 2 euros. Le but, c'est de faire en sorte que la personne en face choisisse à quasi tous les coups la pièce de 1 centime. Ce qui est complètement contre-intuitif. Exactement. Instinctivement, je me dis que c'est la moins intéressante. Comment on peut retourner la situation à ce point? Eh ben, c'est tout l'art de la suggestion. La méthode, elle combine plusieurs techniques psychologiques très très fines. D'accord. D'abord, pour les pièces de 1 et 2 euros, Olicard propose de les survendre. Vraiment. C'est-à-dire? Il suggère de dire pour la pièce de 1 euro un truc du genre celle-ci, elle attire beaucoup, on dirait un mélange d'or et d'argent, elle donne forcément envie. Et pour celle de 2 euros, c'est pareil. C'est la plus forte, la plus précieuse, elle te plaît forcément. Hmm. Si on me dit ça, je deviens méfiant. J'ai l'impression qu'on essaie de me forcer la main. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. C'est de la psychologie inversée. En affirmant avec autant d'assurance que ses choix sont les meilleurs, on active chez l'autre un réflexe de contradiction. Personne n'aime se sentir prévisible. Voilà. Pour affirmer sa liberté, la personne va avoir tendance à rejeter mentalement ces deux options qu'on lui a présentées comme trop évidentes. D'accord. Pour la psychologie inversée sur les pièces de 1 et 2 euros. Mais ça ne rend pas le centime plus attractif pour autant. Ça rend juste les deux autres options un peu suspectes. C'est là que la deuxième phase de la stratégie entre en jeu. Ah, Le storytelling et la connexion émotionnelle. Pour la pièce de 1 centime, au lieu de la décrire, il faut raconter une petite histoire, personnelle et positive. par exemple. Par exemple, celle-ci, elle me rappelle mon grand-père. Il disait toujours que le centime appelle la fortune. Et d'un coup, on ne parle plus de valeur monétaire, on parle d'un souvenir, d'une émotion. La pièce devient humaine. Ah oui, c'est malin. On crée un lien affectif. Et c'est pas tout. Il y a une technique d'isolation. On nomme jamais la pièce de 1 centime directement. On dit l'autre ou la dernière. Ça la rend unique, presque mystérieuse. D'accord. Et puis, vient le coup de grâce. La petite phrase de suggestion quasi hypnotique. Ah, la fameuse phrase qui change tout. J'adore ça. La phrase finale qu'il propose, c'est «Tu as déjà le sentiment maintenant que ton choix est le bon». D'accord. Le truc, c'est que si on la prononce d'une certaine manière, en liant les mots, le sentiment maintenant sonne presque exactement comme Le sentiment en main. exactement. C'est une suggestion auditive très discrète qui vient clore tout le processus. Et c'est la combinaison de tout ça qui rend le choix du centime presque inévitable. C'est fou de voir à quel point les mots peuvent nous manipuler. Mais en douceur. Tout ça repose sur des détails qu'on ne remarque jamais en fait. Tout un fait. On se concentre sur les paroles, mais le livre explique que pour vraiment comprendre quelqu'un, l'observation, c'est la clé. Par exemple, comment on sait si un sourire est sincère? Il y a une astuce pour ça, non? Oui, et elle est redoutablement efficace. Elle se base sur les travaux du neurologue Duchesne de Boulogne et plus tard du psychologue Paul Ekman. Ok. Le secret pour différencier un vrai sourire d'un sourire de façade, il n'est pas dans la bouche, il est dans les yeux. Dans les yeux. Oui, un sourire authentique, qu'on appelle d'ailleurs le sourire de Duchesne, ne se contente pas de remonter les coins des lèvres. Il active aussi un muscle tout autour de l'œil, l'orbicularis oculi. Donc en gros, si les yeux sourient pas, c'est du pipeau. Il faut chercher les petites rides au coin des yeux. C'est l'indice le plus visible. Un vrai sourire de joie va créer des petites pattes doigts au coin des yeux. En plus, les joues vont remonter un peu et la peau sous les yeux va se tendre légèrement. D'accord?
Un sourire forcé, social ou de politesse, n'engage que les muscles du bas du visage. Les yeux, eux, restent complètement neutres, presque morts. Je me demande si c'est si simple. Dans la vraie vie, avec la lumière, les gens qui bougent, ça doit être difficile à repérer ce petit plissement des yeux. C'est vraiment fiable à 100%? Rien n'est fiable à 100%, bien sûr, mais c'est un indicateur extrêmement fort. Une fois qu'on a pris l'habitude de le chercher, on le voit partout. Hmm, Ça ne veut pas dire qu'un sourire social est hypocrite, hein, juste qu'il ne traduit pas une joie spontanée. C'est un outil d'analyse, pas un détecteur de mensonges. je vois. Savoir si un sourire est vrai, c'est une chose. Mais réussir à en provoquer un surtout avec un inconnu, c'est une autre paire de manches. Le livre donne justement une méthode pour ça. Oui, une méthode en 5 points pour briser la glace. Le premier, c'est le sourire intérieur. L'idée, c'est de se mettre dans un état d'esprit positif et confiant avant même d'ouvrir la bouche. Ok. Le deuxième, et c'est mon préféré, c'est la futilité contextuelle. La futilité contextuelle, j'adore le nom. Ça veut dire qu'il faut dire des banalités en fait. Exactement. Il faut se libérer de la pression d'être brillant ou pertinent dès la première seconde. On s'appuie sur l'environnement, un détail du décor, la musique. Genre, cette décoration est surprenante. Voilà. J'aime beaucoup ce qui passe comme musique. Le but, c'est pas de lancer un grand débat, mais juste d'ouvrir un canal de communication. J'avoue que ça me parle beaucoup. Je suis toujours le premier à me mettre une pression monstre pour trouver la phrase d'accroche parfaite et au final, je dis rien. Mais oui là là. Se donner le droit de dire un truc banal sur la déco, ça enlève un poids énorme, quoi. C'est tout l'intérêt. Le troisième point, c'est l'écoute active. Une fois le canal ouvert, le secret pour être passionnant, c'est de s'intéresser à l'autre. Oser des questions, relancer. C'est ça. Le quatrième, c'est le caméléon. S'adapter subtilement à l'énergie de l'autre, à son débit de parole, sans tomber dans l'imitation. Et enfin, le cinquième, c'est la reformulation. C'est-à-dire répéter ce que l'autre vient de dire. Ça peut paraître un peu bizarre, non? Il y a deux manières de le faire. La reformulation empathique, où l'on verbalise l'émotion de l'autre, ça a dû être un stress incroyable. D'accord. Et la reformulation miroir, où l'on reprend la fin de sa phrase, mais sous forme de question. Ça montre qu'on a écouté et ça l'encourage à développer. C'est une super boîte à outils pour que le premier contact soit moins intimidant. C'est drôle, toutes ces techniques pour comprendre les autres nous ramènent finalement à notre propre esprit. Et là-dessus, le livre aborde des outils assez dingues, notamment pour la mémoire. Il parle d'une table de rappel. Ah oui, la table de rappel, c'est vraiment la base de plein de techniques de mémorisation. Le concept est simple. Notre cerveau est très mauvais pour retenir des infos abstraites, comme des chiffres. C'est vrai. Par contre, il est exceptionnel pour retenir des images, surtout si elles sont marquantes. La table de rappel, c'est un système pour convertir l'abstrait en images concrètes. D'accord, donc l'idée, c'est de se créer une sorte de dictionnaire personnel, un code qui traduit chaque nombre en une image. C'est exactement ça. Il faut associer à chaque nombre, disons de 0 à 100, une image qui nous est propre et qui ne changera jamais. Et comment on crée ces images? On peut utiliser la forme du chiffre, le 2 qui ressemble à un signe, ou la sonorité, le 6 qui ressemble à une scie, ou un souvenir personnel, genre 75 pour Paris, donc la tour Eiffel. L'important, c'est que ce code devienne un réflexe. Ok, et une fois qu'on a mémorisé notre code, mettons qu'on veuille retenir une liste de courses. Comment on fait? C'est là que ça devient amusant. On va lier les éléments de notre liste aux images de notre table de rappel en créant des scènes mentales. Olicard donne ses propres exemples. Pour lui, 1, c'est un sapin, 2, c'est du feu, 3, c'est une croix. D'accord. Imaginons notre liste vignette. 1, pomme, 2, liquide vaisselle, 3, banane. Ok, alors pour le 1, je dois lier pomme et sapin. Je peux imaginer un sapin de Noël décoré avec des pommes rouges à la place des boules. Parfait. Pour le 2, liquide vaisselle et feu. Je vois une bouteille de produit vaisselle qui crache des flammes comme un dragon. C'est absurde, mais ça marche. Et pour le 3, banane et croix. Il propose l'image d'une banane crucifiée. Une banane crucifiée. C'est horrible et brillant à la fois. Personne n'oublie une image pareille. C'est clair. Plus l'image est absurde, choquante, drôle, pleine d'action, plus l'association est forte et la mémorisation durable. C'est un système d'une puissance redoutable. D'accord, donc notre cerveau adore les images folles plus que les listes abstraites. Je comprends. Mais est-ce que cette idée de penser différemment s'applique aussi à des domaines purement logiques, comme les maths? Totalement. Le livre prétend qu'on peut calculer des racines carrées de tête. Ça, pour moi, c'est de la sorcellerie. Ça en a l'air, mais c'est juste une méthode très astucieuse. Ça ne fonctionne que pour les carrés parfaits de nombres à deux chiffres. Ah, d'accord.
Mais une fois qu'on la connaît, c'est un calcul qui prend 30 secondes. Il faut juste connaître ces carrés de 0 à 9. On prend l'exemple du livre. Trouver la racine de 2116. Alors, 2116, je suis prêt, je sors ma calculatrice mentale. Par où on commence? Première étape, on trouve la dizaine de la réponse. Pour ça, on prend les deux premiers chiffres du nombre, 21, 21, ok. et on cherche entre quel carré parfait il se trouve. Ok, alors, 4 au carré c'est 16 et 5 au carré c'est 25. Donc 21 est bien entre les deux. Exactement. Et la règle, c'est de toujours prendre le plus petit des deux. Donc notre dizaine est... Le 4, D'accord, donc la réponse est 40 quelque chose. Ça, c'est facile. c'est la première moitié du travail. Avant de passer à la suite, on note un petit détail. Est-ce que 21 est plus proche de 16 ou de 25? Il y a 5 d'écart avec 16 et 4 d'écart avec 25. Donc il est plus proche de 25, le plus grand. Je note. Parfait. On garde ça en tête. Deuxième étape, trouver l'unité. On regarde le tout dernier chiffre de notre nombre, 2116. Le 6. Et on se demande, quel chiffre, quand on les met au carré, donne un résultat qui se termine par 6? 4 fois 4, ça fait 16. Ça finit par 6. Et 6 fois 6, 36. Ça finit aussi par 6. Donc, l'unité, c'est soit 4, soit 6. Comment on choisit? Et c'est là que notre petite note de tout à l'heure entre en jeu. On avait noté plus proche du plus grand. Ah, On va donc choisir le plus grand de nos deux candidats, 4 et 6. Le plus grand, c'est... c'est le 6. On a la dizaine, 4, et l'unité, 6. La réponse est 46. Et voilà. C'est c'est v- c'est vraiment simple en fait. C'est dingue. Une fois qu'on a compris le mécanisme, ça se fait vraiment de tête. C'est un parfait exemple de ce que le livre appelle penser différemment. On ne calcule rien, on déduit. Ce tour de la racine carrée, c'est un excellent tour à sortir en soirée, c'est sûr. Et en parlant de ça, le livre se termine avec quelques expériences ludiques. Il y en a une avec Louis qui m'a vraiment interpellé, l'oreille de la sentinelle. C'est une expérience géniale pour travailler un sens qu'on a tendance à complètement ignorer, l'écoute. C'est vrai. Le but du jeu, c'est de deviner, sans regarder, lequel des 5 symboles ESP est en train de dessiner. Je rappelle les symboles, le cercle, la croix, les vagues, le carré et l'étoile. Et comment on fait pour deviner ça juste au son? Le bruit d'un feutre sur une feuille, c'est toujours le même, non? C'est là qu'est l'astuce. On demande à quelqu'un de s'installer, on lui tourne le dos et on lui demande de dessiner un des symboles avec un feutre pour que le son soit bien net. Ok. Le secret, c'est pas dans la nature du son, mais dans son rythme. Il suffit de se concentrer et de compter le nombre de fois où le feutre se lève et se repose sur la feuille. En gros, on compte le nombre de traits. Ah, je vois. Chaque symbole a un nombre de traits bien défini. Précisément. Et c'est ce qui rend l'astuce infaillible. Le cercle, c'est un seul trait, continu. Un. La croix, 2 traits. Les vagues, 3. Le carré, 4. Et l'étoile à 5 branches. 5 traits. C'est génial. En se contentant de compter les départs du feutre, on peut annoncer le symbole avec 100% de certitude. C'est un exercice formidable pour s'entraîner à extraire de l'information d'un environnement sonore qu'on ignore d'habitude. Quand on fait le bilan de tout ce qu'on a vu, ce qui est frappant, c'est que ce mentalisme est complètement démystifié. Ce n'est pas un don, c'est une boîte à outils. C'est ça. Que ce soit pour influencer un choix, lire un sourire, mémoriser une liste, tout repose sur des techniques concrètes. Absolument. L'idée centrale, c'est que notre cerveau est un instrument surpuissant, mais qu'on l'utilise souvent en mode automatique, sans avoir lu le mode d'emploi. C'est une bonne image. Toutes ces astuces, ce sont des manières de reprendre le contrôle, de l'utiliser de façon plus consciente, plus créative. Elles nous montrent qu'en changeant juste d'angle d'approche, on peut obtenir des résultats qui nous semblaient inaccessibles. Totalement. Et pour terminer, il y a un concept dans le livre qui m'a particulièrement marqué et qui, je crois, résume bien l'esprit de tout ça. L'auteur parle de baseline. Ah oui, L'idée qu'avant de tirer la moindre conclusion, il faut absolument comprendre le contexte global. Et l'exemple qu'il donne, c'est celui de la fameuse robe sur Internet. la robe que certains voyaient bleue et noire et d'autres blanche et dorée. C'est un exemple parfait. Mais oui, et ce qui est fascinant, c'est que tout le monde avait raison, de son propre point de vue. Exactement. Le cerveau de chacun interprétait les couleurs de la robe en faisant une supposition différente sur la lumière ambiante de la photo. Ah, c'est une question de lumière supposée. C'est ça. Si ton cerveau supposait un éclairage de type néon jaune, il corrigeait les couleurs et tu voyais une robe bleue et noire. S'il supposait une lumière du jour, plus bleutée, il corrigeait dans l'autre sens et tu la voyais blanche et dorée.
L'information qui manquait, la baseline, c'était la vraie nature de l'éclairage. Voilà. Sans elle, deux réalités pouvaient coexister. Et ça ouvre sur une question assez vertigineuse pour conclure. Oui, au-delà de toutes ces techniques, la compétence fondamentale, ce n'est peut-être pas de deviner une information cachée, mais de toujours se demander si on a une vision complète du tableau. Et de l'appliquer à nos vies. C'est ça. Ça nous renvoie à notre propre vie. Combien de nos jugements, de nos certitudes au quotidien sont en fait basés sur une perception incomplète, simplement parce qu'il nous manque un élément crucial du contexte.